Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon tout le monde. Alors, mon nom est Gab Masson et vous écoutez mon podcast Dans le franc des yeux où est-ce qu'on essaie d'avoir des conversations le plus franches tant que possible avec plusieurs invités qui se trouvent de différents points de vue peut-être d'un même enjeu et des enjeux le plus importants possible et parfois d'actualité comme ce sera le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on s'interroge sur quoi? Bien, sur la notion de la science dans l'espace public. Donc, à qui appartient la science? C'est une question que je me pose depuis 2 ans, un petit peu plus de façon pressante, si on veut, qu'avant, étant donné que dans la crise, la pandémie qu'on vit tous ensemble, partout sur la planète et bien sûr ici au Québec, on se fait dire quasiment à en être malade que toutes les décisions, bien sûr, sont basées sur la science. Alors, évidemment, en entendant ça, on se dit, ben, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui nous rassure, c'est fait par des gens sérieux de façon objective. Mais d'un autre côté, je me suis mis à me poser beaucoup de questions, comme je pense plusieurs de mes concitoyens et concitoyennes québécoises. À un moment donné, c'est que, ah oui, OK, d'accord, mais quelle science au juste? Est-ce qu'il y a juste une science? Y a-t-il plusieurs sciences? Et lorsqu'on parle de la science, eh bien, évidemment, on comprend que c'est la science que notre gouvernement écoute qui serait probablement donnée par elle, par notre organisme qu'on appelle la santé publique. Mais ensuite de ça, quand on se met à se questionner, c'est de se dire, OK, mais qui à la santé publique décide de quelles études vont être retenues, qui les analyse, quelles études peut-être ne sont pas retenues ou même pas considérées à la limite pour avoir un maximum de points de vue scientifiques pour obtenir des conclusions. Et ensuite, qui décide à la santé publique des consensus qui vont être ensuite émis à notre gouvernement, qui finalement nous dirige ensuite avec ça ou nous impose à coup de décrets d'urgence sanitaire des comportements qui ont vraiment changé ce qu'on peut appeler le mode de vie moderne humain auquel on a été habitué, en tout cas depuis ma génération, peut-être même la génération de nos parents. Il y a de ça jusqu'à probablement peut-être la Deuxième Guerre mondiale. Suite à ça, ben, il n'y a pas eu vraiment de gros événements comme ça qui nous ont bouleversés autant, je crois. Alors, plus tôt cette année, notre invité d'aujourd'hui, pour terminer la mise en contexte, a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle le groupe Science, s'il vous plaît. Alors, c'est un groupe où est-ce que on a ouvert la porte, en fait, à tout le monde, à vous, à moi, à monsieur et madame tout le monde, comme on dit, pour aller discuter de science, de la science ensemble, peut-être d'émettre des questions, de se demander qu'est-ce que ça veut dire telle étude, quelles autres données sont disponibles auxquelles on n'a peut-être pas accès dans certains médias et de poser des questions ensemble afin de réfléchir en tant que concitoyens et concitoyennes. Alors, j'ai trouvé ça fascinant et super intéressant et important aussi comme démarche, si on veut. Je trouve que c'est quelque chose qui manquait dans notre société québécoise. Alors, notre invité qui a fait ça il y a quelques mois, il va me rappeler probablement la date d'ailleurs où est-ce qu'il a mis ce groupe-là en marche sur Facebook. J'ai reconnu, en fait, plutôt ou découvert cet invité-là au travers de M. Stéphane Guay et de la chaîne Média Info Cité lors d'une entrevue quand monsieur d'aujourd'hui, notre invité d'aujourd'hui, a mis le groupe en fonction. On est maintenant plusieurs mois plus tard, donc au mois de novembre 2021, et je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec le groupe ici? Je sais qu'il y a eu une ascension assez fulgurante des membres. Les discussions sont vives sur ce groupe-ci. Mais ça donne quoi du point de vue de notre invité d'aujourd'hui? Est-ce que les gens sont capables de parler de science, même s'ils n'ont pas de diplôme nécessairement dans un domaine précis, ou si c'est seulement des complotistes édentés qui frôlent avec la désinformation de par leur diplôme tout simple de l'école de la vie? On va en discuter aujourd'hui et voir un peu quel est l'état de l'avancement des conversations sur ce groupe Facebook. Juste avant, si vous êtes à l'écoute en audio ou en vidéo, je veux vous dire un gros merci d'être là, bien sûr. Vous êtes dans les premières personnes, premiers pionniers qui s'intéressent à mon nouveau projet dans le franc des yeux ici. Alors, merci de prendre le temps peut-être de vous abonner et partager si vous avez trouvé ça intéressant. Mon projet vise à amener plusieurs points de vue nuancés, d'élargir nos œillères et d'essayer d'admettre le plus de points de vue qui sont différents des nôtres lorsqu'on s'intéresse à un sujet donné avant de prendre une position officielle, hein, donc dans le but d'essayer d'être nuancé, d'avoir des points de vue 360 degrés sur un même sujet. Alors, si ça vous parle, si ça vous chante, bien, vous pouvez me suivre pour le futur. Et sans plus attendre tout le monde, c'est le temps d'accueillir mon invité. Alors, un homme qui a osé donner une plateforme aux gens pour discuter de la science et on va voir qu'est-ce que ça dit. Je vous invite donc à vous laisser libre cours à vos applaudissements pour accueillir M. Richard Gendron, anthropologue de formation et
libérateur peut-être de la pensée scientifique au Québec, Monsieur Richard Gendron. Bonjour. Oui, bon, libérateur de la pensée scientifique. Excuse-moi, là, ça me fait rire un peu, mais bon, d'une certaine manière, oui, je pense qu'avec le groupe dont j'ai initié la création, on a une perspective qui est un peu plus ouverte au dialogue, en tout cas. Disons que c'est plus de libérer le dialogue sur les questions scientifiques. Hein. Mais oui, d'une certaine manière, la science, une partie de la science était un peu emprisonnée, c'est-à-dire rabroué, camouflé ou censuré carrément derrière un discours officiel qui s'est mis en marche petit à petit au cours de l'année 2019. Et c'est vraiment en réaction à ça, finalement, parce que moi et une amie biologiste, on participait à un autre groupe de discussion où il y avait quand même des scientifiques, mais on s'apercevait de plus en plus que le ton qui était prédominant, c'était un ton qu'on pourrait qualifier d'alarmisme. Autrement dit, toutes les données scientifiques servaient étaient mises en fait, quand on dit données scientifiques, il faut aussi encore là mettre un bémol. On avait des projections qui étaient toujours catastrophistes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à tout bout de champ, on avait des projections comme quoi là, ça allait être l'enfer dans 2 mois ou dans 3 mois. Mettons, c'était l'été. À l'automne, ça va être l'enfer. C'était toujours on avait toujours l'impression, en lisant un bon nombre des publications sur ce groupe-là, que finalement, on frôlait la catastrophe à tous les mois. Là. Et ça, c'était au début de la pandémie que vous étiez témoin de ça avec votre collègue, mais dans un autre groupe privé. C'est ça, c'était sur un groupe sur Facebook. C'est ça, OK. Et là, à un moment donné, ben, on commençait à émettre des avis un peu divergents. Puis là, on a rencontré beaucoup d'hostilité. D'une certaine manière, c'est comme si, à partir des données scientifiques, puis d'une culture scientifique, parce qu'il y a quand même des niveaux de discussion qui demandent des connaissances générales en sciences, à partir de ça, on pouvait avoir, si on veut, d'une certaine manière, un point de vue alarmiste qui dit que ça va empirer, ça va aller très mal, c'est la catastrophe qui nous attend, ou un côté un peu plus rassurant pour dire, ben écoutez, les chiffres sont quand même pas si pires, les enfants sont pas trop affectés, si on fait attention aux personnes plus âgées, on peut quand même s'en sortir. Donc, très rapidement, ce qui est ressorti, je dirais, à l'échelle internationale même, c'est une perspective qui mettrait l'accent sur une protection ciblée pour dire que la maladie est plus susceptible d'affecter un certain nombre de gens et que peut-être qu'il faut mettre en place des mesures plus pour protéger ces gens-là. Ou une autre perspective, c'était de dire, ben là, il faut tout faire pour arrêter toute propagation du virus, ce qui est impossible. En tout cas, selon moi. Donc, une perspective plus zéro COVID, genre dès qu'il y a dès qu'il y a la moindre manifestation d'une présence du virus, on ferme tout, on enferme tout le monde. Ben, en tout cas, il y a eu une certaine efficacité de ça dans des pays qui ont, je dis comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui ont réussi dans une certaine mesure, mais ils sont comme condamnés à rester stricts, extrêmement stricts pendant je ne sais pas combien de temps. Bref, déjà, là, j'annonce un peu mes couleurs sur certains enjeux, mais les débats étaient très tendus. Et là, à un moment donné, et désagréable aussi. Alors moi, à un moment donné, je parle à mon ami biologiste, puis on dit, ben, écoute, on va partir un autre groupe. On va partir un autre groupe, puis on va mettre comme règle qu'il n'y aura ni négationnisme, genre pas question de nier l'existence d'une pandémie, d'une part, mais ni alarmisme non plus. Pas question de se laisser aller à dire là, que c'est la fin du monde qui nous pend au bout du nez. Alors, on a mis ça un peu comme règle du jeu, de dire que là, on va essayer d'avoir des discussions respectueuses, qui ne tombent pas dans ces extrêmes-là, donc que j'appellerais le négationnisme d'une part ou l'alarmisme d'autre part.
Et c'est là que le groupe est né. Et rappelez-moi, deux questions rapides avant que je revienne sur quelque chose. C'était à quel mois? Donc, vous souvenez-vous même de la date ou à peu près à quel mois vous avez créé le groupe? Non, c'est en janvier 2020, En janvier la création 2020 du groupe. Ouais. 2021? Non, ça doit être 2020. 2021, Oui, excuse. c'est ça. Donc, 2020. Donc, on parle, ça fait 10 mois là, comme il faut là, que le groupe est en marche. Et puis, deuxième question, le groupe auquel vous preniez part avant avec votre collègue biologiste, votre ami plutôt biologiste, est-ce que c'était un groupe québécois ou c'était un groupe francophone, anglophone ou C'était un groupe québécois. C'était un groupe québécois. Et donc là, c'était des gens qui étaient plus, si on veut, ferrés scientifiquement ou du domaine médical, mais là, ou pas vraiment, c'était un groupe ouvert aussi. Il y avait des gens qui étaient très compétents là, qui ont apporté des choses intéressantes au niveau du débat, au niveau du Québec. Il y avait un ingénieur, par exemple, qui était assez spécialiste au niveau des questions de ventilation, et lui, il a mis de l'avant beaucoup la question qu'il faudrait, par exemple, améliorer la ventilation dans les écoles, chose qui n'a pas vraiment été faite. Il y avait des gens qui avaient des compétences certaines, mais il y en avait qui avaient toutes sortes de connaissances scientifiques, mais si j'avais à qualifier ce qui le regroupait le plus en bout de ligne, c'était toujours une perspective alarmiste. La perspective alarmiste. OK. Non, c'est parce que je me demandais, je me disais, c'était-tu vraiment un groupe, vraiment à caractère scientifique, ou est-ce qu'on filtre les gens seulement des experts? C'était pas ça non plus, là. Je pense que quelqu'un qui n'avait pas un minimum de connaissances scientifiques n'aurait pas resté longtemps sur le groupe. OK, dans ce sens-là. D'une certaine manière. Parce que, vous savez, on parle parfois d'expertise ou de l'étiquette scientifique, mais d'une certaine manière, ça n'existe pas la science. Hein? Il y a plusieurs sciences. Il y a la biologie, il y a la chimie, il y a la biochimie, dans la biologie même, il y a la génétique. Donc, il va y avoir une biologie évolutionnaire, mettons, pour regarder l'évolution des espèces. Il va y avoir la biologie moléculaire au niveau de la fonctionnement de la cellule puis de la génétique. Il va y avoir la médecine ou la symptomatologie, la classification des symptômes des maladies. L'épidémiologie, qui va être l'analyse des données statistiques dans des populations, où là, on n'est plus au niveau de la cellule, hein, on n'est plus au niveau de la microbiologie, pas de la microbiologie dans le sens des microbes, mais de la biologie à petite échelle, au niveau microscopique, au niveau des cellules, au niveau des petites entités, au niveau même de la génétique, des gènes. On a aussi une perspective plus sociale, démographique, épidémiologique, qui essaie de regarder l'évolution des données de santé dans une population au complet. Mais ça devient extrêmement complexe parce qu'il y a plusieurs facteurs. On a beau regarder l'évolution de la pandémie, par exemple, à travers le monde, on s'aperçoit que ça évolue très différemment dans différents pays, dans différentes provinces même, et c'est pas toujours facile de mettre le point sur là où même les deux principales raisons qui expliqueraient les principales différences. C'est toujours multifactoriel, finalement, l'épidémiologie. Et c'est là où, finalement, n'importe quelle personne qui a une formation scientifique, et pour moi, ça inclut les sciences de la nature comme les sciences humaines, mais un regard scientifique, donc, ça implique quand même une certaine capacité de décortiquer un peu des chiffres, des statistiques, de voir au-delà des chiffres pour essayer de réfléchir à la réalité. Oui, effectivement. Et puis, en fait, c'est bon, ça me fait sauter dans un point que je voulais amener. Tu sais, j'aimais ça toujours commencer mes entrevues à date avec un moment de franchise, étant donné que mon podcast s'appelle Dans le franc des yeux, tu sais, et puis j'essaie d'avoir une certaine anecdote de franchise et c'est directement en lien avec ce que vous dites, M. Gendron. Moi, je vais être franc avec vous. En fait, je trouve ça difficile présentement de rester neutre dans mon attitude. Donc, j'essaie d'avoir ce que moi, j'interprète comme étant une attitude scientifique, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas assez
de preuves, pour me camper d'un côté ou de l'autre, ben pour moi, la position qui est la plus scientifique, c'est de rester agnostique. Donc, c'est une absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence de quelque chose et à l'inverse. Et dans ce temps-là, il faut juste avoir plus de données avant de se trancher. Et pour moi, je trouve ça intéressant ce que vous avez amené du côté international aussi, lorsque et je veux faire le lien avec les gens, en fait, qui sont dans votre groupe, et puis on va venir à certains détails là-dessus. Parce qu'il y a toute la question des gens qu'on étiquette comme ceux qui questionnent comme étant complotistes, parce qu'il y a des gens aussi qui soupçonnent énormément l'idée que tout a l'air coordonné au monde. Puis là, ça fait la dérive de faire toutes ces mesures-là sont toutes coordonnées pour imposer, peu importe ce que c'est, un ordre sanitaire, il y a toutes sortes de termes là-dessus et tout ça. Et moi, je vous avoue que quand on regarde les choses, tu essaies de rester objectif et tout ça, puis c'est dur de voir un peu la différence entre d'où viennent les ordres, d'où vient cette science-là, parce qu'il y a un certain manque de transparence que je trouve qui fait que ça encense un peu ce sentiment de dépossession et de mécompréhension de qu'est-ce qui se passe et de comment les décisions sont prises de notre côté. Fait que pour moi, je trouve ça difficile parce que il semble, je dis il semble, mais il y a totalement comme un manque de transparence de comprendre qui, comment et pour quelles raisons détermine de c'est quoi la position scientifique officielle, à tout le moins à ce moment-ci, qui va nous permettre d'avancer pour régler la situation de la pandémie. Alors, vous, comment est-ce que vous avez interprété l'évolution peut-être des discussions dans votre groupe par rapport un peu à cette dualité-là qu'il y a entre les gens présentement, les gens qui sont vraiment dans le complot, les gens qui essaient vraiment d'avancer les choses de façon nuancée. Est-ce que vous dealez avec ces problèmes-là ou est-ce que les gens sont capables d'avoir des discours cohérents par rapport à la science, de se poser des questions qui sont intéressantes, mais tout peut-être en questionnant le fait qu'il semble avoir un manque de transparence? Ou est-ce que vous trouvez peut-être que moi, j'ai tort en affirmant qu'il y a un manque de transparence par rapport à quelles sont les décisions scientifiques qui sont prises? Il y a, plusieurs questions dans ta façon d'aborder tout ça. Transparence. Est-ce qu'il y a une absence de transparence totale? Non. Je veux dire, toutes les autorités de santé du monde entier font des efforts pour colliger des données. Hein? Est-ce que la méthodologie pour collecter ces données-là est parfaite? Non. Est-ce qu'elle est entièrement comparable d'un pays à l'autre? Pas toujours. Est-ce qu'il y a des ordres qui viennent de quelque part? Il y a une volonté à l'échelle internationale, oui, via l'OMS, de coordonner les efforts pour justement avoir des données comparatives. Est-ce que tout ça a été planifié? Non, pas vraiment. Dans le sens que, oui, l'OMS a une structure et les pays sont membres de l'OMS. Donc, le Canada est membre de l'Organisation mondiale pour la santé. Il y a des délégués canadiens donc qui collaborent à l'OMS et qui représentent le Canada à l'OMS. Il y a des délégués de tous les pays du monde qui participent à l'Assemblée générale de l'OMS. Donc, il est tout à fait responsable et normal que l'OMS soit dotée d'un certain nombre de règles pour réagir à une pandémie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un agent pathogène, un virus, une bactérie se disperserait à l'échelle planétaire d'une façon assez menaçante, ben c'est souhaitable que les pays collaborent. Et à partir du moment, d'ailleurs, où il y a peut-être une espèce de problème au niveau du déclencheur de tout ça, c'est qu'à partir du moment où l'OMS utilise le mot pandémie de façon claire et proclame qu'il y a une pandémie, tous les pays doivent automatiquement mettre en place un plan d'urgence, un plan de pandémie qui a déjà été discuté à l'interne au pays. Donc, tous les pays sont censés avoir un plan de pandémie. Et évidemment, bien, les pays, les membres qui représentent les pays à l'Assemblée générale de l'OMS, par exemple, c'est des gens qui vont se parler. Donc, à l'échelle internationale, il va y avoir des discussions sur qu'est-ce que ça devrait inclure, un plan de pandémie, en telles circonstances, qu'est-ce qu'il faut. Et donc, il y a eu des discussions depuis quelques décennies sur les idées, les concepts d'un plan de pandémie et tout ça. C'est quelque chose qui n'est pas apparu cette année, puis qui n'est pas apparu non plus il y a 10 ans ou 11 ans ou 12 ans.
Mais on s'est aperçu, disons cette fois-ci, qu'il y avait éventuellement quand même des variations. Et un cas particulièrement intéressant, c'est par exemple la Suède, qui a décidé, elle, qu'il n'y aurait jamais de confinement. Alors que la Chine, elle a mis en place un confinement et que plusieurs pays ont voulu suivre l'exemple de la Chine. Mais en Suède, on s'est dit non. Il n'y aura pas de confinement. Et de fil en aiguille, la Suède a maintenu une ligne un peu différente. Par exemple, on n'a jamais imposé, les écoles primaires n'ont jamais été fermées. On n'a jamais imposé de masque aux primaires, aux secondaires. Alors là, on ne parle pas d'une gang d'ignares ou quoi que ce soit. Là, je veux dire, on parle des autorités de santé publique de la Suède, dans un pays qui est quand même très avancé économiquement, très éduqué aussi. Et on a pris quand même des décisions assez différentes. Donc, il y a eu des variations dans différents pays. En ce moment, aux États-Unis, ça brasse beaucoup. Il y a plusieurs écoles de pensée, plusieurs perspectives, plusieurs façons d'approcher ça d'un État américain à l'autre. Donc, ça devient assez chaotique, mais pour moi, tout ça, c'est pas une histoire de complot. Je veux dire, qu'il y ait une volonté de concertation ou de coordination à l'échelle de l'OMS, pour ça relativement normal. Pour ce qui est du reste, ben, c'est sûr qu'on est dans un monde capitaliste. Et le capitalisme, c'est pas un complot, hein, c'est le chaos. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire attention à des termes qu'on utilise. Le capitalisme, c'est toujours chaotique. Je veux dire, ça entraîne éventuellement des guerres, ça entraîne la famine ici et là, ça entraîne toutes sortes de fluctuations problématiques dans l'histoire. Mais je veux dire, il subsiste quand même aujourd'hui, on est dans un monde où il y a à peu près 2000 milliardaires, mais ils sont pas toujours en train de s'entendre sur qui est-ce qui va. Ils essaient quand même de se bouffer la laine sur le dos les uns les autres, même s'ils ont des connivences entre eux aussi. Mais c'est quand même le capitalisme, quelque chose qui est en bout de ligne relativement chaotique. Et même si dans l'industrie pharmaceutique, il y en a qui ont essayé de prendre le contrôle aussi d'une certaine manière du narratif, du discours qui était pour aller dans les médias. Ben, on a heureusement, à travers des différentes plateformes, des débats alternatifs, des points de vue alternatifs qui circulent et qui sont très basés sur la science et souvent beaucoup plus que ceux des gouvernements ou des autorités dites de santé publique. Oui, puis c'est là que votre rôle est intéressant. Il y a tellement de choses que je voudrais aborder dans ce que vous venez de dire, mais entre autres, un point que je veux quand même pas négliger parce que et ma perception des discours sociaux présentement par rapport à ceux, mettons, qui posent des questions face aux mesures sanitaires ou par rapport à la science ou qui veulent plus de débats, sont comme associés présentement avec ce qu'on pourrait appeler la caricature de la droite un peu. Là. Donc, c'est très associé à tout ce qui est Trump, conservateur et tout ça. Mais voyez-vous, de votre propre bouche, ce que vous venez de dire, c'est que vous êtes quelqu'un justement qui participe au foisonnement des opinions diverses, puis au moins d'essayer de pouvoir discuter ensemble de ce qui se passe. Mais d'un autre côté, vous nous faites une critique en quelques mots du capitalisme. Donc, est-ce que je me trompe ou vous êtes pas un homme nécessairement de droite du tout? Non, mais c'est niaiseux, mais je trouve ça assez important parce que c'est une espèce de fausse catégorisation qu'on fait des gens présentement qui, je trouve, n'a pas sa place. Au contraire, les gens qui veulent plus de débats et tout ça, classiquement, c'est des gens qui sont pour la société, l'avancement de la société. Donc, c'est des gens qui veulent l'inclusion de tous, en fait. Je ne sais pas si vous suivez un peu mon raisonnement par rapport à ça. Oui, puis je n'ai pas nécessairement que le goût qu'on embarque là-dedans à fond. Moi, je me considérerais, disons, s'il faut se catégoriser sur ce genre d'échelle-là, je me dirais plus de centre-gauche, hein, si ça peut te situer. Mais je suis certainement pas quelqu'un qui se situerait à droite au niveau de la pensée économique. Là. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut toujours faire confiance à notre fonction publique. Oui, voilà, et c'est là que ça devient intéressant. Puis non, c'était vraiment juste une brève parenthèse, mais juste pour soulever le point quand même qui est assez important. Et donc, justement, vous avez parlé aussi
donc, on s'est rendu compte de choses dans la dizaine d'années qu'on vient de passer aussi. Et je sais que vous vouliez peut-être faire un retour sur la pandémie précédente, donc de 2009 à 2011, là, où est-ce que vous aviez tenu certains propos publiquement. Donc, il y avait la question un peu de justement, on peut émettre des critiques, comme vous venez de le dire, par rapport à nos organismes gouvernementaux et de la santé publique. Et comment est-ce qu'on en vient à déterminer justement qu'est-ce qui est vrai ou pas? C'est un peu aussi, je pense, une certaine fonction que vous voulez donner à votre groupe. Et vous aviez émis certains commentaires dans un article que vous m'avez fait parvenir. Donc, est-ce que vous voulez un petit peu peut-être aborder cette question-là sous l'angle que vous vouliez l'amener? Oui, bien, c'est parce que en 2009, l'OMS a déclenché une pandémie. Et c'était une pandémie, donc, qui se voulait relative à la dispersion un peu internationale d'une nouvelle variété de grippe H1N1, donc le virus de l'influenza, la souche A H1N1. Et il s'est avéré que ce virus-là n'était pas particulièrement problématique. C'était grosso modo comme au niveau épidémiologique, au niveau des problèmes de santé qu'il a entraîné, c'était grosso modo comme une grippe normale, la grippe qu'on a normalement d'année en année. Et ça avait entraîné donc plusieurs critiques à dire qu'il n'y avait pas eu de pandémie. Et donc, moi, avec d'autres, on avait écrit un article sur cette pseudo-pandémie-là de grippe H1N1 en 2009. On avait écrit l'article en 2010, là. Et donc, évidemment, lorsqu'il a été question d'une autre pandémie, mais moi, je me suis intéressé de près au phénomène. J'avais, en fait, organisé un colloque sur les pandémies en 2010. Et là, ben, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Et tout ça. Fait que j'ai suivi ça de près. Et là, je me dis, bon, il faut mettre les choses en perspective. Cette fois-ci, on a affaire à une vraie pandémie. Mais assez tôt, je dirais, lors de l'été 2020, j'ai regardé les chiffres. Je me suis dit, mais c'est une pandémie quand même d'une sévérité relativement modeste. Pourquoi? Parce que finalement, la mortalité était quand même pas si énorme, toute proportion gardée. Et pour donner des proportions, là, on est rendu à 5 millions de décès comptabilisés à travers le monde. En ce moment, au moment où on se parle, 5 millions à travers le monde, en 1 an et demi environ. Sur une population, donc, qui s'achemine vers les 8 milliards, là, tranquillement, pas vite. Mm-hmm. En 2018-2019, on parle de 50 millions de décès associés à la grippe de 1918-1919. À ce moment-là, il n'y avait pas 8 milliards d'habitants, il y en avait plus autour de 1. Donc, 50 millions de décès en 2018-2019 sur 1 milliard d'habitants versus 5 millions aujourd'hui sur 8 milliards. On n'est pas dans la même, on n'est pas en tout dans la même... le même ordre, si on veut. Ouais. Dans le même ordre de grandeur. Et en plus, évidemment, aujourd'hui, on a des gens qui sont beaucoup plus âgés. Hein, l'espérance de vie a grandement augmenté au cours du siècle dernier. Donc, à un moment donné, il faut accepter aussi qu'à un certain âge, ben, des fois, les gens sont plus susceptibles de mourir, ils sont plus fragiles, rendus en haut de 80, en haut de 90 ans. Donc, il faut accepter que la mort est inéluctable. C'est pas être de droite de dire que la mort est inéluctable, c'est simplement d'être logique et de regarder les derniers millions d'années. Puis aux dernières nouvelles, des personnalités éternelles, on n'en a pas vu beaucoup, à moins qu'ils se cachent bien. Hein? Il y a peut-être dans la fiction, là, je veux dire, il y a des vampires, des trucs comme ça, là, mais il y en a qui disent qu'il y a certains des yogis, des maîtres yogis en quelque part en Inde, mais on ne le sait pas encore. C'est encore à déterminer. Je suis allé en Inde, je suis allé au Népal, puis j'ai pas vu personne qui me laissait penser qu'il était immortel. était âgé de plusieurs siècles. Non, c'est intéressant. Aviez-vous terminé ou oui, bien donc, ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, selon moi, il y a une pandémie. C'est ça, parce que vous vouliez une pandémie définie
définie tout simplement comme étant une situation où un problème de santé entraîne beaucoup de cas de maladie et de décès. Le décès étant évidemment une issue très dommage, très problématique, ou en tout cas très finale, évidemment, à la maladie, mais au-delà du nombre de décès, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un grand nombre de gens malades. C'est ça la définition d'une pandémie. Okay? Un grand nombre de gens malades d'une façon qui dépasse les limites de l'ordinaire. Donc, il faut que ça dépasse un peu, il faut que ça soit quelque part extraordinaire, parce que si c'est ordinaire, comme mettons la grippe qui arrive à chaque année, ben à ce moment-là, il faudrait déclencher des pandémies de grippe à chaque année, puis on serait toujours en état de pandémie. Donc, il faut que la situation sorte de l'ordinaire, qu'elle entraîne un grand nombre de personnes malades. Après, la définition de c'est quoi un grand nombre de personnes malades, on peut en discuter. Mais c'est clair qu'avec la COVID actuellement, il y a un grand nombre de gens qui sont tombés malades suite à l'exposition à ce virus-là. Il y en a un grand nombre aussi quand même qui sont mortes. C'est dommage, mais en même temps, il faut tenir compte du fait que la très, très grande majorité des gens étaient quand même généralement âgés et souffrant déjà de d'autres morbidités. Donc, comme ici au Québec, c'était des gens qui avaient déjà un peu un pied dans la tombe. Quand on rentre en CHSLD, là, c'est souvent le cas qu'on est déjà pas mal amoché, puis ça ne prend pas grand-chose pour nous pousser complètement dans la tombe. Alors, je ne veux pas minimiser l'importance de la vie de ces gens-là, mais c'est pas être de droite d'accepter la fatalité de la mort. Oui, ou que d'être insensible. Je veux dire, ça, c'est des critiques des gens qui refusent le questionnement de personnes comme vous ou de n'importe quel citoyen qui veut remettre des faits en doute ou d'amener des faits supplémentaires pour nuancer les propos. Le fait justement de dire que tu es déshumanisant ou que tu minimises les décès et tout ça, bien, évidemment qu'il faut faire la différence entre la situation humaine, le respect des gens qui sont affectés directement par ça, puis leurs proches et tout ça, versus avoir une discussion large et détachée, idéalement scientifique à propos des données et tout ça. Fait que il faut faire la nuance là-dessus. Je pense que Je vais t'interrompre, oui, bien parce sûr, bien que je pense que là où la précision doit être faite, et c'est là qu'on parle éventuellement de discours scientifique versus un discours émotif. Quand on fait de l'épidémiologie, on regarde l'état de santé d'une population. Okay? Et si on fait ça correctement en ce moment, on peut dire quelque chose de l'ordre de ce que je vais dire là. C'est-à-dire que entre 60 et 70 des gens qui sont décédés au cours des 18 derniers mois au Québec et dont on a attribué le décès à la COVID, et je dis bien on a attribué le décès à la COVID, parce que le décès il était dû à une multitude de causes, OK, dans la grande majorité des cas. Donc, non seulement une majorité des gens qui sont décédés supposément de la COVID, ou en tout cas statistiquement par la COVID, avaient d'autres facteurs qui ont contribué à leur décès. Mais on peut même affirmer, sans l'ombre d'un doute, que la majorité, quelque part entre 60 et 70 de ces gens-là, seraient décédés de toute manière au cours des 18-20 derniers mois. C'est ça. Ils seraient décédés, là. Statistiquement, par les années qui courent, il y a à peu près 70 000 morts par année au Québec. Là. Il y en a des gens qui meurent. c'est pas nouveau. Mais parmi les gens dont on a attribué le décès à la COVID, il y en a une majorité qui serait décédée de toute manière. Donc, parler comme ça épidémiologiquement, scientifiquement, c'est pas manquer de cœur, c'est tout simplement regarder la réalité de la mort et de la maladie comme étant quelque chose sur lequel on peut jeter un regard quantitatif, scientifique.
Exact. Et puis, je veux qu'on reste un peu dans cette veine-là, en se dirigeant vers le dernier tiers, peut-être, là, du show. Parce qu'il y a la question de, tu sais, quelles questions sont acceptables de poser, que ce soit sur votre groupe ou en société, pour avoir un débat sain par rapport aux faits scientifiques comme ça ici. Tu sais, premièrement, dans votre groupe ici, est-ce que vous filtrez beaucoup? Donc, peut-être juste nous rappeler, il y a combien de membres dans votre groupe et à quel point est-ce que vous devez filtrer pour justement prévenir des discours? Est-ce qu'il y a des discours qui peuvent être dérapants ou justement totalement inacceptables? Alors, je me pose la question, justement, comme on disait, donc, quelles questions sont acceptables de débattre ou non selon vous dans votre groupe et plus largement? Là, vous me parlez de la question justement des comorbidités, de un, qui est quelque chose que quand les gens ont amené dans la dernière année et demie, justement, c'est un peu rejeté du revers de la main ou c'est jugé comme étant inapproprié. Il y a la question également des tests aussi PCR là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment le test PCR? Qu'est-ce que ça mesure? Il y a la question aussi de l'isolation du virus. C'est encore en cours présentement là-dessus. Mais ça, voyez-vous, je vois que dans votre groupe, ça ne se discute pas beaucoup, cette question-là ici, d'avoir le virus purifié, caractérisé, isolé. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous volontairement décidez de ne pas discuter dans votre groupe? Donc, comment est-ce que vous gérez un peu ces différentes questions-là dans Science, s'il vous plaît? Je n'aborderai pas en détail chacune des questions que tu viens soulever. OK. Ce que je veux souligner, c'est que la science, ça implique un certain nombre de choses. L'une d'entre elles, c'est d'être capable d'avoir des données. Okay? Je veux dire, un seul cas de quoi que ce soit peut difficilement faire illustrer quelque chose de scientifique. Okay? Il faut vraiment qu'on ait un certain nombre de données pour pouvoir poser un regard scientifique. Les tests PCR, le virus. Les tests PCR permettent quand même d'affirmer l'existence du virus de la COVID. Okay? Ils ne sont pas parfaits, loin de là. Est-ce qu'ils devraient être utilisés de la façon qu'ils le sont? Probablement pas. Parce qu'un cas COVID, en ce moment, quelque chose qui est comptabilisé comme un cas COVID, ça peut être quelqu'un qui a des traces de virus dans les voies respiratoires, mais qui est absolument pas malade. Donc, c'est relativement problématique sur le plan statistique. Mais on peut quand même regarder tout ça de différentes manières et s'apercevoir que ces tests-là ont pu contribuer à prévenir, dans une certaine mesure, la dispersion du virus dans la population. L'arrêter complète à travers différentes mesures. Est-ce que ces mesures-là étaient parfaites? Non. Est-ce que ces mesures-là étaient toutes nécessaires? Non. Est-ce qu'il y en avait qui étaient souhaitables ou intelligentes? Oui. Mais en bout de ligne, il faut bien voir que quand on regarde les chiffres, on parle, par exemple, de 400 000 quelques cas officiels au Québec, bien, la réalité, c'est que c'est plus quelques millions de personnes qui ont été exposées au virus déjà. Donc, le nombre de cas qui a été mesuré est très en deçà du nombre de gens au Québec qui ont été exposés au virus. Ça, c'est tout un autre Ne affaire, serait-ce que... statistique, c'est ça. Donc, la quantité de tests faits, ensuite de ça, il y a une extrapolation qui est à faire entre ça et la réelle propension du virus dans la population qui, à quel point est-ce que ça, c'est pris en considération, c'est dur à savoir, justement. Bien, c'est là qu'il manque de transparence. Parce que n'importe quelle personne qui a à peu près n'importe qui a une vision scientifique de la chose ou qui réfléchit comme il faut, je dirais, en termes épidémiologiques ou de dispersion du virus, va accepter l'idée que en ce moment, il y a quelque part entre 1 et 4 millions de personnes qui ont été en contact avec le virus au Québec. Et je dis ça parce que moi, j'ai souvent regardé les chiffres et je me suis dit, OK, de quoi on parle? Il faut voir qu'au début de la pandémie, on n'avait pas la capacité de faire beaucoup de tests. Donc, on testait très peu les gens. On testait surtout les gens qui arrivaient en hôpital. Donc, aujourd'hui, il y a des centres pour tester un peu partout.
Mais au début, cette capacité-là n'était pas là. Donc, c'est clair qu'au tout début, le nombre de cas officiels est très en deçà de la réalité. Donc, quand je parle du début, mettons, je parle de mars, avril, mai, juin 2020. 2020. Donc, quand on regarde les chiffres de ce côté-là, il faut les multiplier par 10 facile pour avoir une idée de la réalité. Et les chiffres, ensuite, il faut à peu près les multiplier par 3 facilement encore là. Ce qui nous amène facilement à 1,5 million, 2 millions de personnes. Et moi, je pense que la réalité est entre 2 et 4 millions de personnes au Québec qui ont été en contact avec le virus d'une façon qui aurait pu les rendre malades si on avait affaire à un virus beaucoup plus dangereux. Je veux dire, si ça avait été le virus de l'Ebola, on serait mal pris en Titi. Parce que le virus Au de niveau de la l'Ebola, quand tu es en statistique contact de avec, mort. genre plus 70% des chances d'en mourir. Mhm. Alors là, on n'est absolument pas là-dedans. Je veux dire, à 65 ans, on a quand même 99% des chances de survivre. Et puis à 10 ans, ben, on a 99,999 quelque chose pour cent des chances de survivre à cette infection-là. Et pour les enfants, donc beaucoup plus que 99% des chances de ne pas être malade plus qu'une journée ou 2 ou 3. Exact. Pour les enfants. Et là, justement, bon, vous amenez la question des enfants qui est importante et d'actualité. Là, il y a la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. D'ailleurs, l'épisode avant vous, ou peut-être 2 avant vous, selon l'ordre que je vais les mettre en ligne, c'est avec le docteur René Lavigueur qui, lui, avait mis des propos, une lettre d'opinion dans la presse sur justement comment dire, la nuance qu'il apportait face à son code de déontologie et le consentement éclairé qu'il doit donner aux parents lorsqu'il est question de vacciner les enfants en santé, en fait, par rapport à ça ici, selon en partie les statistiques que vous venez de donner. Et ça me fait vous poser la question un petit peu, comment est-ce que vous avez vu ça, vous, bon, en tant qu'ancien anthropologue et tout ça, qui s'intéresse énormément à toutes sortes de questions de santé, qui gère le groupe Science, s'il vous plaît, le fait qu'on censure, par exemple, mettons, le docteur Lavigueur, qui émet une opinion qui, somme toute, me semblait assez nuancée dans sa lettre, là, et qui était assez factuelle sur ses doutes, et puis par rapport aussi à une certaine pression du domaine médical par rapport au Collège des médecins et tout ça. Comment est-ce que vous voyez ça dans l'espace public? Est-ce que ça vous laisse entendre par rapport à la santé, si on veut, des opinions admises là, médiatiquement et publiquement au Québec? Ben, c'est totalement inacceptable. Je vois pas de nuance à avoir là-dedans. Je veux dire, on a beaucoup critiqué le genre de mainmise qu'il pouvait y avoir dans les États, genre l'ancienne URSS, donc toute la pensée unique, tout ça qui était mise de l'avant et l'impossibilité de discuter de certaines choses dans certaines sociétés. Je veux dire, c'est une dérive absolument inacceptable de voir qu'un médecin qui, de bonne foi, met de l'avant un certain nombre de préoccupations, se fait censurer dans la presse, comme s'il n'y avait pas la possibilité en fait, on l'a vu, il s'est fait répondre, hein, il s'est fait répondre par un certain nombre d'autres personnes. Mm-hmm. À partir du moment où tu avais ces 2 points de vue-là, je ne vois pas quel droit on peut se permettre de dire que non, ce médecin de famille-là avait absolument pas c'est totalement aberrant qu'on puisse le laisser se prononcer sur un sujet comme celui-là. Et là, je ne suis pas en train de dire que ce soit nécessairement le fait qu'il soit médecin. Je veux dire, il y a d'autres personnes qui se sont prononcées. Je veux dire, il y a même un physicien, un prof de physique de l'Université de Montréal qui a écrit un livre sur la question de la pandémie. Et on a très peu porté attention à ce qu'il avait à dire. Il y a des gens qui ont des formations scientifiques très avancées, qui sont habitués à des débats scientifiques. Et à partir du moment où les gens émettent un point de vue, un minimum mal perçu, on leur fait signe, dans certains cas, de se taire. Et dans d'autres cas, tout simplement, on ne leur donne plus la parole dans l'espace public. Et ça, je pense que c'est assez problématique parce que normalement, le journalisme est une discipline ou
implique en tout cas une discipline. Le journalisme, normalement, est une pratique sociale qui implique l'écoute de points de vue divergents, de points de vue éventuellement opposés, et qui implique donc une certaine ouverture au débat. Et là, on veut totalement mettre ça de côté, comme si les solutions proposées à la pandémie étaient pas critiquables, étaient incontestablement bonnes et souhaitables. Ben, c'est pas le cas, selon moi. Et en tout cas, ils sont très certainement questionnables. Et c'est pour ça que, dans le fond, nous, on ouvre un espace de débat, mais on n'accepte pas nécessairement n'importe quel débat. Tantôt, tu posais la question, savoir comment on arbitrait un peu tout ça. Mais c'est sûr qu'on on veut pas que ça dérape non plus d'une certaine manière. Et il y a certains commentaires qu'on trouve qui ont aucun fondement scientifique. Et là-dessus, je tiens à préciser, hein, la science, ça n'admet pas nécessairement n'importe quelle question, d'une certaine manière. Ah ouais, Je OK. vais prendre un exemple assez simple. La Terre n'est pas ronde. Mais si je dis que la Terre est ronde, je suis plus proche de la vérité que si je dis que la Terre est plate. OK? La Terre n'est pas parfaitement ronde. Mais quand même, elle est plutôt ronde, hein, par rapport à l'idée de la Terre plate. Donc, l'idée que la Terre soit ronde est beaucoup plus appropriée que l'idée de la Terre plate. Et il en va de même dans la science à bien des niveaux. On connaît la structure moléculaire du code génétique depuis un peu plus de 60 ans. OK? Alors, ça nous permet ça, éventuellement, ça nous a permis, donc, depuis, au cours notamment des 10, 15, 20 dernières années, d'avoir des outils d'analyse comme les tests PCR, OK, qui permettent d'évaluer la présence génétique de quelque chose beaucoup plus rapidement qu'on aurait pu le faire il y a 20 ou 30 ans seulement. En d'autres termes, ce qui est important ici aussi de dire, c'est que il y a 70 ans, si le même virus s'était diffusé à l'échelle de la planète, on aurait eu de la difficulté à savoir que c'était un coronavirus. Ça aurait pris énormément de temps. Et finalement, en bout de ligne, la plupart des médecins à travers la planète se seraient dit que la grippe est mauvaise cette année. Mais on n'avait pas les outils pour détecter rapidement la différence entre un coronavirus et le virus de la grippe il y a 70 ans, ce qui n'est pas Moyen-Âge. Donc, le progrès scientifique est réel. Hein? Il faut tenir compte de ce qui a été découvert, et il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les différentes connaissances scientifiques aussi. Et c'est cette cohérence-là, à un moment donné, qui demande une culture scientifique. Si on n'a pas des éléments de base d'une culture scientifique, à un moment donné, on se prononce un peu à tort et à travers. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se prononcer, parce qu'on peut se prononcer sur certaines choses, comme le genre, ouais, mais les virus ont été développés très rapidement. Oui, ils ont été développés très rapidement. Ils n'ont pas été. Les vaccins, vous voulez dire? Comment? Les vaccins, oui, excusez. Oui, c'est ça, vous avez dit les virus. Les vaccins ont été développés très rapidement. Et on pourrait développer des virus aussi, hein, soit dit en passant, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. J'aime mieux pas trop en parler. Les vaccins ont été développés très rapidement et ils ont fait l'objet d'un certain nombre de tests, mais ils n'ont jamais été testés autant qu'un certain nombre d'autres vaccins qui sont sur le marché. Et il y a des questions par rapport aux effets à moyen et long terme de ces vaccins-là. Il y a des questions qui ne sont absolument pas répondues par la science. Et dire le contraire, c'est nécessairement anti-scientifique. Ça prend du temps pour montrer s'il y a des effets à moyen et long terme. Il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Alors ça, c'est une logique de base que n'importe qui peut comprendre sans avoir un bac de maîtrise ou un doctorat en microbiologie ou en épidémiologie. Donc, la science, dans ce sens-là, elle peut être en dialogue avec des gens qui ont moins de formation scientifique. Elle a une responsabilité de vulgarisation. Donc, il appartient aux gens qui ont une culture scientifique de vulgariser les données scientifiques, d'essayer d'expliquer les choses.
Moi, personnellement, je pense que j'essaie de le faire du mieux que je peux au sein du groupe Sciences SVP, mais il y a d'autres personnes qui le font aussi. Il y a un certain nombre de gens dans le groupe qui ont des maîtrises et des doctorats, qui sont plus calés que moi sur certaines affaires. Mais en bout de ligne, on s'aperçoit que il y a des paramètres qui nous permettent de faire un tri sur la pertinence des propos qui sont tenus. Quand on voit certaines personnes, des, 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 des médecins parmi les meilleurs chercheurs aux États-Unis, ou des gens de d'autres formations, mais qui sont aussi chercheurs, puis qui très visiblement connaissent leur affaire et qui tiennent un discours extrêmement bien détaillé sur le plan scientifique. Ben, à un moment donné, on écoute plus ces gens-là que quelqu'un qui dit n'importe quoi sans aucune base. Là. C'est pas de l'élitisme, c'est pas c'est pas de la censure, mais c'est qu'à un moment donné, il faut essayer de voir où est-ce que peuvent se situer les meilleures opinions. Et une fois qu'on a situé un certain nombre de gens qui ont des opinions plus pertinentes que d'autres, et ça peut inclure des gens au sein du gouvernement. Là, je veux dire, je dis pas, comment je n'écarterai pas du revers de la main la pertinence du propos de certaines personnes à l'INSPQ, par exemple. J'ai déjà eu des conversations avec des médecins qui sont dans le domaine de la microbiologie. On peut se parler, on peut discuter de certaines questions, mais à un moment donné, il faut adopter un langage commun. Et ça, ben, pour quelqu'un qui n'a pas une formation scientifique de base, ça va prendre plus d'efforts. Alors, la question n'est pas de savoir si la science doit être hermétique et qu'on doit exclure du débat certaines personnes qui n'ont pas de formation scientifique. La question n'est pas là. La question, c'est que si vous n'avez pas une formation scientifique de base, il faut que ça vous prend quand même plus d'efforts et pour aller chercher les éléments d'information dont vous allez avoir besoin. Et à ce moment-là, ben, il faut parfois faire des exercices comme aller sur la base de données PubMed, PUB pour publication, MED pour médecine. PubMed, c'est une source d'information extraordinaire. Et quand on veut, par exemple, juste vérifier un peu à qui on a affaire, ben, on tape le nom d'un chercheur dans PubMed et on s'aperçoit que la personne a publié déjà dans des revues scientifiques de haut calibre 80 à 100 publications sur certains thèmes. Bien, ça, c'est une indication que la personne s'y connaît un petit peu dans le domaine, mettons, de la cardiologie ou de l'infectiologie ou quoi que ce soit. À ce moment-là, avant d'écarter le propos de cette personne-là, on va l'écouter attentivement. Puis là, il faut se poser la question aussi, est-ce que la personne a des conflits d'intérêts dans toute cette histoire-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des conflits d'intérêts. Mais une fois qu'on se pose ces questions-là, qui sont donc éventuellement politiques, mais aussi en termes au niveau de la crédibilité des chercheurs, bien, on en arrive à avoir des idées plus précises sur qui est-ce qui est en mesure d'avoir une opinion crédible. Et il faut aussi essayer, après ça, de décoder, mais pourquoi telle personne va dire ceci et telle autre personne va dire cela? Bien, ça, c'est quelque chose d'autre aussi qui demande éventuellement un peu d'expérience là, de suivre les débats scientifiques, parce que c'est des débats scientifiques il y en aura toujours, il y en a toujours eu, mais il est souhaitable qu'il puisse se faire avec une certaine transparence dans l'espace public. Là. Croyez-vous qu'il y a un certain danger? Et puis, il y a tellement de choses. Là, je sais qu'on garde ce cours aujourd'hui. J'aurais pu vous parler pendant 3 heures, mais est-ce que vous croyez qu'il y a un certain danger à ce que, disons, les quelques milliers de personnes, par exemple, dans votre groupe, et il y a sûrement d'autres groupes peut-être similaires qui existent aussi, finalement, débattent entre eux comme ça ici, mais que ça ne perce jamais, peut-être outre ces groupes privés-là, et que malgré tout, en tant que société, ce qu'on a reste un message uniforme. Donc, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une façon de percer l'omerta avec des initiatives comme la vôtre? Et ma question sous-jacente à ça est un peu, y a-t-il un avenir à Sciences SVP outre le groupe ou votre mission est vraiment d'avoir le meilleur groupe possible pour avoir des discussions les plus dynamiques possibles à l'intérieur du groupe seulement? Bon, le groupe a comme plusieurs incarnations, disons, en ce moment. Il y a un groupe sur Facebook. Et là, on a
un outil qui est un site web qui permet de publier des articles qui sont ensuite envoyés aux gens par courrier électronique. Donc, vous avez une liste courriel là, que les gens peuvent entrer leur email et puis recevoir les gens s'abonnent. Les ça? gens vont sur le site web, ils regardent des publications, ils disent « Ah, ça m'intéresse, ça, je m'abonne. » Puis chaque nouvelle publication, donc dans le groupe Sciences SVP, ça s'appelle le Substack, ouais. Chaque nouvelle publication, les gens vont la recevoir directement dans leur courrier électronique. Alors là, ça fait en sorte que les gens sont informés d'une manière intéressante, directement dans leur courriel, et ils peuvent la partager aussi par courrier électronique de façon personnalisée à des gens qui pensent que ça va intéresser. C'est un peu plus intéressant que Facebook, mais Facebook est aussi intéressant. Moi, je dirais que là où, dans le groupe Sciences SVP, on fait vraiment un service public intéressant, c'est qu'à défaut de changer complètement la façon que des gens qui... Si on regarde juste, si les gens écoutent juste TVA puis écoutent la radio, bien, ils ne sont pas exposés à certaines des idées et certaines des données scientifiques qu'on partage dans le groupe Sciences SVP. Par contre, les gens qui font l'effort de suivre régulièrement les publications de notre groupe et d'essayer de comprendre un peu ce qui se dit, puis quand je dis les gens qui font l'effort, ça m'inclut moi-même, parce qu'il y a tellement de choses qui sont publiées dans notre groupe que des fois, je regarde ça et je me dis, OK, qu'est-ce qui est important là-dedans? Est-ce que c'est vraiment important le détail qui est discuté dans cette publication scientifique-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vient changer ma perception globale de la pandémie actuelle? Est-ce que je devrais y prêter attention plus ou moins? Est-ce que c'est cohérent avec d'autres discours qu'on a déjà entendus depuis un an? Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ma tête, moi, quand je vois des nouvelles données. Mais je pense que quand les gens se mettent simplement à suivre les messages, les informations qu'on diffuse et les interprétations qu'on en fait, les gens peuvent se faire un point de vue qui va être ultimement mieux articulé et mieux nuancé. Et je pense que les gens vont en ressortir, les gens en général, même si ce n'est pas des gens qui ont des baccalauréats ou des maîtrises en sciences, les gens en général vont en ressortir mieux outillés pour discuter avec d'autres. D'autres pouvant être des infirmiers, des infirmières, des médecins ou peu importe des gens de quelle formation. Si je pense qu'on s'intéresse aux questions scientifiques et on s'intéresse honnêtement aux enjeux reliés à la pandémie, je veux dire, on est ouvert à peu près à tous les points de vue, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas dans l'alarmisme. Parce que l'alarmisme, de toute façon, il est déjà discrédité, dans mon sens à moi. Hein? La mortalité est pas mal condamnée à diminuer. La mortalité associée à la COVID-19 est pas mal condamnée à diminuer parce qu'il y a un certain nombre de traitements et de stratégies thérapeutiques qui sont identifiées, qui sont utilisées un peu ici et là dans le monde et qui diminuent la mortalité. Il y en a qui font pas la fortune des grosses compagnies pharmaceutiques là-dedans. Les compagnies pharmaceutiques veulent essayer de pousser des thérapies qui coûtent pas mal plus cher et sur lesquelles ils ont encore des brevets. Bref, on rentre encore là dans la politique et dans le capitalisme. Mm-hmm. Mais pour toutes sortes de raisons, la mortalité associée à la COVID est appelée à diminuer. Et comme je le disais tantôt, donc 5 millions de décès attribués à la COVID, dont minimalement une moitié qui sont des gens qui seraient morts de toute manière. Je n'ai pas les chiffres pour tous les pays, je n'ai pas fait l'analyse pour tous les pays. Mais donc, une moitié et probablement la majorité qui serait morts de toute manière au cours des 18 derniers mois. Mais ça, quand on regarde ça à l'échelle historique ou à l'échelle démographique de plusieurs décennies, on s'aperçoit que la mortalité dans les populations humaines a fait ça, puis le monnaie, un petit bump, puis après ça, ça continue. C'est pas comme si il y avait eu sur le plan de la démographie humaine une catastrophe énorme. Ce qui est catastrophique, c'est la réponse exagérée des autorités à bien des égards. Et surtout l'état psychologique, l'état psychosocial dans lequel ça a mis nos sociétés. Et ça a été
d'après moi, la conséquence d'abus de langage qui ne sont pas tout à fait innocents, en ce sens que, malheureusement, il y avait des gens qui avaient intérêt à faire peur au monde à propos de ce virus-là. Et ça sera éventuellement peut-être l'objet d'une autre discussion, mais le capitalisme, c'est quand même quelque chose qui peut entraîner des dérives éthiques et politiques majeures. Et je pense que c'est à ça qu'on assiste, et c'est pas nécessairement à cause d'un complot. C'est comme je le disais tantôt, c'est le chaos. Non, j'aurai l'occasion d'en parler avec d'autres invités. Justement, c'est un sujet que je trouve super intéressant. Et puis, ben, évidemment, comme vous dites, c'est un service public, en somme toute, qui est vraiment pertinent présentement. En mon nom et au nom, je pense, de tous les gens qui se rebutent un peu face à cet alarmisme dont on est pratiquement victime depuis 2 ans, ben, je vous remercie énormément de donner de votre temps et puis de mettre de l'énergie pour que les gens aient accès à ce forum-là pour ventiler un peu et pour améliorer leur nuance par rapport à tout ce qui se passe présentement. Donc, merci beaucoup. Je m'en voudrais malgré tout, avant de conclure, M. Gendron, de ne pas vous reposer la question et sentez-vous à l'aise de ne pas répondre parce que vous ne l'avez pas adressé tantôt, mais vous disiez il y a des choses qui n'ont pas de fondement scientifique et qui vaut peut-être moins la peine de discuter. Donc, toute la question, moi, je suis passionné par cette question-là principalement, en fait, justement, la question de la théorie des germes, ceux qui remettent en doute présentement la pertinence de la théorie des germes, qui veulent redonner la vie à la théorie du terrain plutôt, et comme de quoi qu'en fait, les virus, c'est pas quelque chose qui est concret en tant que tel, et puis que c'est plutôt des artefacts, et que les virus ne sont pas quelque chose qui a été purifié, isolé. Ça, est-ce que vous trouvez qu'il y a matière à discussion là-dessus et qu'il y a un soutien, des fondements qui peuvent être assez scientifiques pour parler de ça, ou si vous, ce n'est pas le genre de discussion que vous trouvez est pertinente présentement dans ce qui se passe par rapport à tout ça? Je dirais qu'il n'y a pas plus de théorie des germes, théorie du terrain. C'est pas deux théories. Pour moi, ça, c'est un ensemble de faits associés à la microbiologie, à la médecine et à l'épidémiologie. OK? Donc, les virus, pour moi, ça existe. Les bactéries, ça existe. Les protozoaires, ça existe. Et les moisissures aussi, ça existe. Donc, il y a un certain nombre d'agents pathogènes qui sont du domaine d'étude de la microbiologie et qui peuvent rendre malade une personne, mais qui peuvent aussi ne pas rendre malade une autre personne. Donc, selon le terrain, c'est-à-dire selon le terrain où c'est la personne chez qui ces entités microbiennes-là arrivent, la personne peut être malade ou non. Donc, est-ce que le focus devrait être plus sur les mécanismes de défense de la personne et comment faire en sorte que le système immunitaire de la personne, qui est un système extrêmement complexe et même composé de plusieurs corps d'armée, si on voit ça comme militairement, c'est comme l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée navale, tu as plusieurs corps d'armée qui peuvent éventuellement être sollicités pour lutter contre un agresseur. Donc, ce système immunitaire-là est extrêmement sophistiqué. C'est quelque chose qui est le résultat de millions d'années d'évolution. Les lapins, les chiens, ils ont des composantes de système immunitaire semblables aux nôtres. Donc, il y a une longue histoire. Si l'humanité existe, c'est à cause qu'elle a un système immunitaire. Et on vit sur une planète de microbes. Je veux dire, même à l'intérieur de nous-mêmes, on a des milliards et des milliards de bactéries en tout temps. Et donc, on compose avec ces bactéries-là. Il y en a qui sont potentiellement pathogènes à l'intérieur de nous. Mais il y a une écologie microbienne dans nos intestins qui fait en sorte que les bactéries qui ne sont pas trop pathogènes, normalement, vont dominer par rapport à celles qui pourraient être pathogènes. Puis celles qui pourraient être pathogènes ne deviendront pas pathogènes parce que normalement, elles ne passeront pas dans le sang. Elles vont rester dans les intestins. Si tu as des blessures sérieuses, éventuellement, certaines des bactéries de tes intestins passent dans le sang. Là, ça peut être problématique. Et les antibiotiques n'ont pas été inventés pour rien. Mais il existe des bactéries et les antibiotiques peuvent avoir un effet sur les bactéries. Les bactéries peuvent s'adapter aux antibiotiques, ce qui fait qu'on invente d'autres antibiotiques. Et tout ça, ça pourrait faire l'objet
d'une belle réflexion sur la science, la médecine et ses limites. Moi, je suis quelqu'un qui se réclame d'une réflexion sur l'écologie médicale, y compris l'écologie microbienne. Et il faut comprendre que c'est complexe, ça, je veux dire, mais il y a les deux, hein? Il y a les espèces potentiellement qui sont susceptibles de tomber malades et il y a les entités qui peuvent rendre malades ou non. On sait très bien qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont asymptomatiques suite à la COVID-19, qui vont être infectées dans les parois respiratoires, mais qui ne développeront pas la maladie. Les enfants notamment, mais pas seulement. Alors, il y en a qui développent la maladie. Tout ça, ça pose un paquet de questions. Et en ce moment, le problème qu'on a comme société, c'est que le discours est beaucoup plus dominé par des gens qui ne mettent l'accent que sur le virus et sa dispersion et qui négligent de susciter une réflexion sérieuse sur la capacité du système immunitaire à défendre les gens contre le virus. Et cette capacité-là, elle existe chez la majorité des gens. Elle peut avoir des failles, elle n'est pas parfaite, mais elle peut aussi être renforcée. Exact. Et on peut la renforcer notamment avec des suppléments de vitamine D et de zinc, pour ne nommer que ces deux-là. Donc, pourquoi tout ça, ça perce pas l'espace public en ce moment? C'est en fonction d'un biais culturel, mettons, des microbiologistes qui sont finalement des microbiologistes et des spécialistes des microbes. C'est pas des spécialistes de la nutrition. Et malheureusement, les nutritionnistes sont trop souvent des spécialistes des sucres et des gras et de la perte de poids ou du diabète et tout ça. Mais les nutritionnistes sont rarement des spécialistes des microbes et les microbes sont rarement des spécialistes de la nutrition. Alors, on a deux mondes qui discutent pas entre eux, mais c'est très problématique dans un contexte de pandémie parce qu'il y avait lieu de discuter beaucoup plus sérieusement de supplémentation pour faire en sorte que la population soit mieux protégée contre le virus. Ce qui fait un super beau lien avec, en fait, ce que vous parliez au début de l'épisode, c'est-à-dire l'idée qu'il y a plusieurs différentes disciplines scientifiques et tout ça, et qu'il y a une chose qui est super importante, c'est que les gens puissent se parler interdisciplinairement, donc entre les disciplines pour avoir un meilleur point de vue sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, dont la crise actuelle. Et bien, c'est une chose que j'essaie aussi de faire la promotion ici en ayant plusieurs différents points de vue sur ces sujets-là, donc sur le sujet de la pandémie présentement. Fait qu'écoutez, M. Gendron, merci d'avoir ouvert de m'avoir partagé en fait vos impressions par rapport à ce que je vous ai demandé. J'ai trouvé ça super intéressant de vous entendre là-dessus. Personnellement, c'est un truc qui me fascine, à la limite de l'obsession. Je suis un obsessif curieux ici. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, je veux vous dire aussi un gros merci pour le temps que vous mettez avec le groupe Science SVP. J'invite les gens à le rejoindre sur Facebook, Science SVP, point d'exclamation. Et juste avant que vous me donniez peut-être aussi le nom du site web, j'ai une dernière question pour vous, étant donné que mon podcast s'appelle Dans le franc des yeux. Si vous pouviez, M. Gendron, regarder l'ensemble de la population du Québec et de la francophonie dans le blanc des yeux et dans le franc des yeux présentement et leur laisser peut-être un dernier message ou une dernière idée sur laquelle méditer, qu'est-ce que vous diriez à tous les gens en toute franchise? Qu'est-ce que je dirais aux gens en toute franchise pour résumer Bon. Je leur dirais tout simplement que la peur est mauvaise conseillère et que face à une menace microbienne, il faut prendre la peine de se renseigner. Et si on le fait correctement, on risque de s'apercevoir que la plupart d'entre nous avons les capacités de nous défendre contre la menace en question. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être négligent, ce qui ne veut pas dire qu'il faut envoyer promener toutes les mesures de distanciation, etc., particulièrement avec les personnes plus vulnérables. Mais il faut quand même faire la part des choses et ça demande un effort éventuellement, mais ça demande surtout une ouverture d'esprit et l'ouverture d'esprit d'écouter des gens qui ont différents points de vue. Arrêtons de vivre dans la peur autant que possible et prenons notre santé en nos propres mains tant qu'on est capable. C'est un super bon conseil, M. Gendron. Encore une fois, merci. M. Richard Gendron, responsable du groupe Science, s'il vous plaît, sur Facebook. Encore une fois, je vous invite à joindre le groupe. Et voulez-vous rappeler le nom de votre Substack? Est-ce que c'est un site web accessible directement aussi?
Oui, c'est simplement Science SVP dans un seul mot. Donc, sciencesvp.substack, substack.com. Et quand tu dis que je suis le responsable, ben, on est quand même plusieurs responsables, je tiens à le préciser. Oui, Et oui, oui. Ouais. on Le mot essaie de était peut-être travailler mal avec choisi. autant de Indicateur. collégialité que possible. Excellent. Et en effet, et les discussions sont toujours super agréables là-dessus pour avoir lu énormément dans les derniers mois. Donc, moi, je trouve que c'est une super belle initiative, encore une fois. Alors, merci à tout le monde. C'était le podcast Dans le franc des yeux. J'espère que vous avez apprécié cette heure avec M. Gendron, où est-ce qu'on a été essayé d'être le plus franc possible sur à qui appartient la science au juste. Alors, maintenant, vous avez un nouveau point de vue entre les yeux pour essayer de faire vos propres réflexions, tout le monde. Si vous avez apprécié, bien sûr, vous pouvez me suivre pour le futur. On va continuer d'avoir des discussions dans ce genre-là ici. Et vous pouvez également, si vous le désirez, si jamais le cœur vibre en vous présentement, vous pouvez me supporter avec les liens qui seront disponibles sous les commentaires, avec également les liens vers les groupes de M. Gendron, le Substack et bien sûr l'article que monsieur avait écrit pour la crise de la pandémie de 2019 qu'on va mettre également en note de show. Alors, encore une fois, M. Gendron, un immense merci. Bonne continuité. Continuez à faire résonner la liberté de parole scientifique au Québec, comme je disais au début, ou plutôt la liberté de réflexion sociale. C'est quelque chose dont on a tous besoin. Merci beaucoup et puis au plaisir, M. Gendron. Merci et bonne continuation à toi aussi. Très gentil, je l'apprécie. Bye bye.